j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler du vin. Oui, le, le vin qui a été ouais, une grande partie de mon chemin quand même, hein, malgré tout. Alors j'ai découvert au début le vin vraiment sans aucun vrai plaisir. Hein, c'était bon le vin qu'on appelle le vin qui tâche, qui faisait des grosses taches violettes sur. Je n'aimais pas du tout. À vrai dire, je me suis intéressé au vin bien plus tard, quand j'étais commencé à m'installer un peu dans la vie, on va dire vers mes 30 ans, un peu avant même, mais. Et dans l'idée en plus d'utiliser le vin, alors comment j'y suis venu de façon un peu. Voilà, j'étais forain à l'époque, alors forain, j'avais pas un manège, bien que j'aurais aimé en avoir un, on a failli avoir, mais bon, bref, notre affaire. Mais j'avais un stand de vêtements, en cuir et peau et fourrure à l'époque, d'occasion. Hein, et puis je tournais comme ça à peu près. Bon, puis après j'avais des magasins. Bon bref. Et ce métier-là, me faisait quand même beaucoup voyager et rencontrer un ami qui lui était spécialisé dans les. Il vendait les comment on appelle ça les copies officielles des tubes. C'est-à-dire quand quelqu'un chante une chanson et qui a un succès, par exemple, il y a des groupes, je savais pas, mais qui payent un droit donc particulier et ils ont le droit, comme les orchestres, tout ça, de chanter ces chansons et d'éditer un CD qui va avec et une cassette. Et puis ils vendaient ça. Voilà. C'est un peu limite, mais bon, je l'ai rencontré surtout avec la lambada, il avait fait un carton avec ça. Hein, c'est dire que quand bon, et puis il y a eu d'autres trucs. Hein. Et lui, sa passion, c'était un passionné du vin. Ouais, il aimait bien le bon vin, quoi. Hein, et surtout parce que son père avait une cave de vin incroyable. Et donc, nous, on avait beaucoup sympathisé ensemble pendant quelques années. Puis son père a dû quitter un peu sa maison, partir en maison de retraite. Il n'avait plus les moyens de suivre sa cave. Puis en fait, compte, sa cave, elle a été pas vraiment suivie pendant quelques années. Elle était en plus dans le sous-sol d'un pavillon, d'un grand pavillon. Il n'y avait pas de clim, hein, de l'aération juste, bon, c'était quand même pas terrible, hein, franchement. Mais bon, elle était cloisonnée, ouais, c'était quand même. Et il y avait des vins, des trucs qui dataient. Oh, les étiquettes, il y avait de quoi mal à la tête. Il y avait même des Latour. Hein, je sais plus s'il y avait des Grands Bourgognes, des Pomards, bref. Hein. Et on avait été avec mon copain Jacques, après le décès de son papa. On avait été dans la cave voir ce qu'il y avait à faire ou pas. Puis toutes les grandes étiquettes, les vins étaient déposés, foutus. Tu regardais les bouteilles en transparence, c'était de l'eau, puis avec un gros dépôt au fond, quoi. C'est fini, quoi. Alors, quelques-uns où le jus était encore là, quoi, qu'on a essayé de goûter. Un particulièrement, on a senti ce qu'il pouvait être, ce qu'il allait être. Je crois que c'était en plus un vin. C'était un truc un tuyau que m'avait fait Jacques. Son père, il faisait vieillir certains de ses vins dans des fûts qui avaient contenu du Porto. Des bons Porto, hein, pas du Cruz. Et c'était pas idiot comme idée, je l'ai fait moi aussi. J'ai racheté une petite barrique. Euh, j'ai acheté ou j'ai. Non, d'abord j'ai acheté du Porto. Allez, chez mon copain à Lamego, là au Portugal. Ouais, je continue, puisqu'on est sur le pays du vin, j'ai envie de vous parler de vin, voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Comment il s'appelait? Cantino da Rocha. Un maçon, un bravoche. Son truc à lui, il avait une grosse BMW, une grosse Mercedes, 240, un truc comme ça. Gros moteur bien solide. Bleu. Bleu, mais bien bleu. Là. Bon, c'était Cantino. Et puis je suis allé avec lui deux ou trois fois chez lui au Portugal, là-bas, à Lamego. Lamego, ça se situe carrément au milieu du Portugal, le long du fleuve de Douro. Et le Douro, c'est le fleuve qui se jette à Porto. Là, sous le grand pont, là, c'est le Douro qui arrive là, en fin de compte. Et la vallée du Douro, c'est vraiment une vallée très encaissée. Hein. Quand on remonte, c'est carrément du torrent, quoi. Hein. Un peu comme le Congo, mais beaucoup plus petit. Mais c'est très très encaissé, quoi.
Et toutes les rives de chaque côté de cette rivière, eh bien, en fin de compte, ce sont des vignes. Et les vignes, on a bien compris tout de suite, qui sont des plants qui sont très pentus. Et c'est avec ce vin-là, on ne me rappelle plus le nom des cépages, que les grands portos sont faits. Alors, pas tous, hein. Il y a des vignes qui servent à faire, comme ils disent, une spécialité du Portugal, le vino verde. Le vino verde, c'est lorsque le vin vient d'être tiré et qui commence à fermenter, juste quand il débute à la fermentation, et qui tout d'un coup émet des gaz. C'est ce vin-là qu'on met en bouteille, ou eux ils mettent ça plutôt une sorte de cruche, carafe, en plastique aujourd'hui, mais à l'époque c'était certainement. Et puis avec un bouchon qui est percé pour éviter que ça pète, parce que c'est un petit vin qui fermente et qui est marrant à boire, quoi. Je veux dire, moi je voyais bien ça à l'époque où je servais ça avec des petites grillades de poisson, petites sardines grillées, tout ça. Et tu avais ce petit vin qui accompagnait bien son petit côté aigu, picotant un petit peu, là. Bon, le vino verdé, quoi. Si on en bu, vraiment du vin vert, bon. Mais c'est marrant. Voilà. Et les Portugais sont toujours assez fiers de nous faire goûter chacun leur vino verdé. Comme nous, en Touraine, comment ça s'appelle la bernache, voilà. C'est ça, c'est une bernache fermentée, le vino verdé, c'est pareil. La bernache, c'est le moult du raisin qu'on met en bouteille. Pas pour qu'il devienne du vin, mais pour qu'il reste dans cet état. Ça, la bernache, ça brasse bien les boyaux, c'est pas mauvais. Et c'est une tradition en Touraine, pas partout, mais dans chaque région, voilà. Il y a toujours une manière de fêter ce qu'on appelle le vin nouveau, dont le plus célèbre, c'est le Beaujolais, bien sûr. Je crois le troisième jeudi de novembre, ou quatrième. Non, troisième jeudi de novembre, il me semble. Et de bons souvenirs de quelques fêtes au Beaujolais, dans les caves Nicolas. Ouais, parce qu'à un moment, parce que le sujet chez le vin, alors j'y vais sans aucun complexe. Donc, comme je vous disais avec mon ami Jacques, on profitait souvent de nos foires lorsqu'on se déplaçait à travers la France. Eh bien, pour voir si on n'avait pas dans le coin un vigneron à aller visiter, comme on pouvait, parce que des fois notre ami ne le permettait pas, mais. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai appris à connaître le vin, à le découvrir, quoi. D'ailleurs, en partant. Parce que moi j'achetais quand même un peu les bons vins, comme je vous disais précédemment, chez Nicolas, quoi. Les caves Nicolas. Alors, bon, évidemment, ils vous vendent les vins qui sont bons, prêts à boire, souvent, ils sont très bons d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le même prix, ça. Un vin que tu peux acheter, on va dire. On avait eu l'expérience dans le sud avec Jacques, mon ami Jacques. On avait été vers Sète, là-bas, je sais plus comment c'est pas, je retrouve le nom de ces vins. Je me rappelle plus. Je me rappelle, il y avait des flamants roses partout. Il faisait une cagnade d'enfer. Ça va me revenir peut-être le nom, mais c'est juste pour dire que dans cette région-là, du Languedoc, en plein dans le Languedoc-Roussillon, les vins ont toujours eu la répétition d'être de la vinasse. Il y a des vins pour les marins ou pour les soldats. Bref, ce qu'on appelait en France du vin étoilé, du nom des bouteilles en verre dans lesquelles en haut il y avait marqué 5 étoiles. Pourquoi ça, je ne me rappelle plus très bien, parce que garantie c'est un type de pinard, j'en sais rien, mais bon, pour du vin, c'est pas du vin bouché, c'était du vin, des capsules en plastique. C'est comme ça qu'est vendu le vin aussi avant, on pas oublier, pas tout le vin était bouché, maintenant ils bouchent même la merde. Alors non, autant dire, boucher c'est pas une preuve de qualité, je le dis tout de suite. Ici au Québec, ils ont supprimé les bouchons pour mettre que des billes, c'est très intelligent. Il y a quelqu'un qui veut pas garder le vin, qu'est-ce qu'il en a à foutre, qu'il y ait des bouchons et tout. La bouteille, elle va rester peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans sa cave à vin électrique, là où il y a 50 bouteilles. Et après, il faut y aller, quand tu es une femme, pour déboucher certaines. Bon, dans cette région du Languedoc-Roussillon, Jacques il me dit, viens, il a entendu un truc, il y a un château, là. Alors, le beau château là-bas, c'est de plein pied. Bon, c'est des grands mâts, voilà, on va dire. T'as le début l'habitation, puis après t'as les chais, et ensuite les caves, tout ça. Enfin, les caves, mais. Même, je crois qu'il y avait. Non, c'était un autre bâtiment à l'extérieur qui avait fait bâtir pour ces caves et les chais, d'ailleurs. Et donc, on arrive dans ce château, et le pot, il était
3h, 4h de l'après-midi. Alors d'abord, il fallait traverser les vignes, trouver la route, on s'est paumé dans les vignes, hein. On le voyait au loin, le château, là. Hein, sur le plat, on se levait, ah bah c'est là-bas, mais chaque fois qu'on tournait, on se trouvait dans les vignes. Bref, on y est arrivé à un moment, et puis on est arrivé dans une cour, hein, enfin dans une cour en gravier, en voiture, hein. Avec une cloche pour arriver quand tu sonnes. On dirait que c'est déjà le gravier, mais bon, tu n'as pas entendu. Mais il y a une grande porte d'entrée, quelque chose de assez traditionnel, classique. Une grande cloche, là, tu sonnais. Et tu rentres et on rentrait dans le grand hall de la maison qui était vraiment, vous voyez bien qu'il y avait deux espaces, un à gauche et un à droite. Et là, il y a une dame, au moment où on sonne, on rentre, une dame. Ah, bonjour, bonjour. Alors nous, on est quand même, on est commerçants. Oui, bonjour, voilà. On a entendu parler, vous faisiez du vin. Ah, oui, bah bien sûr, il n'y a pas de problème. Bah, suivez-moi. Ben, on passe à la pièce à droite, je sais plus, à gauche, une pièce, hein. Et là, on rentre, et là, bah, oui, je sais plus, 7, 8, 10, 15 bouteilles de vin, entamées, pas entamées. Et attendez, j'appelle mon mari, c'est lui qui s'occupe des dégustations, vous inquiétez pas, il arrive. En attendant, vous voulez peut-être un petit verre d'eau pour vous rincer la bouche? Je dis, ah, très bonne idée, on sentait que... Et vous avez de la disponibilité, vous inquiétez pas. En plus, ça me revient le nom du château. Château Latour, Lastour, ben c'est ça. Lastour, Château Lastour, ça va me revenir. Et donc, bon, je sais pas, avec Jacques, on se regarde, on s'est regardé un peu les bouteilles, moi, le monsieur arrive. Ben, bonjour, que puis-je pour vous? Ben oui, voilà, déjà, on a été content de vous trouver parce qu'on s'est un peu perdu dans vos vignes. Il a dit, ah ouais, je sais bien, c'est pas commode. Mais vous voyez, quand vous repartirez, vous dites, ben, vous nous le direz tout à l'heure, parce que bon. Ben, et on lui dit, ben, qu'est-ce que ça nous proposait? Alors, le gars, un corbière. Hein, on arrive, on approche, corbière, Château-Latour. Ouais. Là, on est dans les années 80, hein? Ouais, ça date de dire ça. Et ben, on lui dit, on va écouter tout ce que vous allez nous proposer. On a bien fait de lui dire, hein. Je crois qu'il nous a fait goûter gentiment, je sais pas, 10, 15, 20 bouteilles. Mais on a acheté sur toutes les bouteilles. Par 12. 2 caisses à chaque fois. Boum, hop. Ah, excellent. On prend l'une de là, Jacques aussi. Allez, 2 caisses. Okay. Bon, il a acheté, c'est plus, à l'époque, on avait fait. En plus, bon, on sortait de braderie, on avait super bien bossé. Et les poches pleines, quoi. Ah, donc, puis à un moment, j'ai dit, on peut. Avec les chèques, c'est bon, là. Bah, ouais, bah, attendez. Ben, ouais, on s'arrange. À l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, hein. On a eu payé ça autour de 6 francs la bouteille. Ouais. Un vin, quelle année exactement, exceptionnel. Honnêtement. Mais, un corbière, mais un corbière fini, un corbière qui luttait pas avec le soleil, mais qui n'avait pas viré non plus dans un apéritif. On était vraiment sur un vin qui était dans de l'équilibre, pleine force, une couleur incroyable, le gras à souhait. Ça a été vraiment sorti de là-dedans. Il nous a bien expliqué la vigne, mais alors on s'arrêtait en milieu, on était torché. Jacques a dû finir à minuit, je sais plus. Les 2 camions étaient pleins avec nos stocks de marchandises, plus les bouteilles de trucs. Et le lendemain, on déballait. Moi, je sais plus vers où on allait. Je crois qu'on avait à Monte-Carlo, à l'époque, il y avait toute une tournée le long. Voilà, Château-Latour, une belle aventure de vin, alors. Comme celle de Tissot, et puis je peux en raconter d'autres, parce que je sais qu'on connaît quelques-uns des copains Facebook, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'intéressent au vin. Je ne me rappelle plus un en particulier, là. Dès qu'il a l'occasion. Bah, je suis ici au Québec, je dis pas qu'il n'y a pas de vin. Pour moi, le vin, c'est toute une culture qui va avec, comment je dirais, qui va avec une façon de se nourrir, qui va avec une façon d'être avec les gens. Euh, à vrai dire, le vin, euh, je sais pas si j'ai bu le vin pour son ébriété. J'ai vraiment bu le vin pour son côté gastronomique. Ouais, c'est pas le contraire. Oui. Quand je ramenais bon, les grands vins d'Alsace,
T'as des Gewürztraminer en vendange tardive. Ah, c'est exceptionnel, ça. Hein. Oh, et ça vaut largement... comment ils s'appellent, ces grands Bordeaux, là et ces grands vins sucrés. Ça va, pareil. Ça aussi, ce sont des grandes découvertes que j'ai fait à l'époque où on faisait la braderie de Colmar et celle de Strasbourg. Chaque année, on descendait vers Guebwiller, tout ça, et puis là, il y a beaucoup de... Et il y a aussi des gens qui font de la bière, mais bon, c'était pas spécialement la bière qu'on cherchait. Et bon, beaucoup de vin blanc. Mais, voilà. Gewürztraminer, c'est pas mauvais pour un... Alors, il y en a des bons, bon, ouais, faut regarder un peu qui que quoi dans où, mais cette vendange tardive qu'on avait payé assez cher d'ailleurs, c'était vraiment une vraie surprise, et c'est après que j'ai appris que c'était une technique dans pas mal de, de, de secteurs agricoles viticoles, d'aller aux limites des gelées, parce que ça favorisait l'avenue d'une certaine bactérie, bon, le botulisme, je ne sais plus très bien, et qui favorisait justement une certaine moisissure, qu'on appelle moisissure noble, et qui fait évacuer l'eau, si tu préfères, pour garder que les sucres, en les anoblissant, en les rendant plus sucrés encore. Et c'est... ça aussi, c'est une grande aventure, une grande découverte, mais je suis quelqu'un de la Touraine, et j'ai voulu aussi connaître les vins de la Touraine. Et c'est pas trop facile, parce que, hélas, il y a beaucoup de gens qui veulent vanter les sauvignons, les machins, trucs bidules, mais la majorité des vins sont pas bons, quoi. Ça pique, c'est vert, c'est mal fait. Ouais, ça vaut pas cher, mais ça vaut rien, on va dire. Oui, je suis désolé, mais par contre, il y a de bons vins. En Touraine, il y a de bons vins. Dans les Chinons, la famille Raffo, par exemple, fait de très bons vins. Hein, moi, j'en ai vu quelques-uns de... Comment ça s'appelle, Olga Raffo. Oui, bon, c'est... Et j'ai appris à connaître ces vins-là grâce à un restaurateur qui se situait à Amboise. Un Parisien qui avait acheté ce restaurant-hôtel en plein centre d'Amboise. Je me rappelle, nous, on habitait pas très loin. Et on venait de temps en temps manger chez lui, puis on avait sympathié. Puis on parlait vin. À chaque fois, il me faisait découvrir des vins à table. Et évidemment, ça m'incitait à aller directement chez les producteurs pour voir. Donc je disais, oui, en Touraine, on avait ces grands vins. Et puis les Bourgogne aussi, les Saint-Nicolas de Bourgogne, qui sont quand même si c'est à la limite des vins de Loire plus que de Touraine, Bourgogne, c'est quand même un peu. Mais c'est vraiment des vins, par contre, très agréables à boire, qui accompagnent tout, on va dire, Saint-Nicolas. Et on arrivait à l'époque, même j'ai acheté du Saint-Nicolas en cubiténaire, à des prix qui étaient quand même, je sais plus combien, 3 ou 4 balles le litre, pas la bouteille, le litre. Donc, il y a encore des vins. Mais dans les Saint-Nicolas, il y avait des propriétaires de vins. Je vais me revenir son nom. Alors, j'ai discuté, mais jamais eu l'occasion d'aller dans cette ferme. Mais par contre, j'ai contenu ces vins chez Nicolas, la cave Nicolas, et j'avais vraiment apprécié la qualité des Saint-Nicolas de Bourgogne, comme les Sancerre, pour moi, qui sont des vins extraordinaires, et qui vont très très bien avec les pieds de cochon. Ouais, les huîtres Belon, bien sûr. Ah, de la rivière Belon, ces huîtres plates, là. Vous connaissez ça? Ah, c'est bon, souvent, des fois, elles sont un peu orangées à l'intérieur. Et c'est vrai qu'elles ont un goût, c'est des huîtres qui finissent en rivière. Dans la rivière Belon. À l'origine, elles étaient issues de là, puis elles ont été élevées, je sais plus comment ils mettent à moitié mer. Il a des places plus ou moins dans l'estuaire, selon la salinité qu'ils veulent obtenir. Et c'était, je l'ai peut-être toujours, je sais pas, parce que longtemps je fréquente plus ça, mais pendant un temps c'était considéré comme des huîtres de luxe, ou qui valaient généralement la Belon. Déjà fallait en trouver, puis quand on en trouvait, en Bretagne on en trouvait, ou alors dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, les grandes tables. Il arrive à en avoir. Et moi j'en ai mangé quelques fois. Et ça coûtait, oui, peut-être 4-5 fois plus cher que les autres huîtres. Mais c'était l'occasion, justement, avec des huîtres pareilles, de goûter. Ben, j'ai goûté des gros plans.
Du gros pet, comme on dit, un gros plan denté, là, comme ceux que j'ai pu aussi sur l'île Dorée, le vin blanc, le rété, là, hein, chardonnay, sauvignon, je sais plus. Euh, Vraiment, des petits vins légers, juste ce qu'il faut pour ce type de dégustation, pour aller avec les huîtres, c'est ce qu'il faut. Je me rappelle d'un très beau souvenir avec mon frère, et puis toute la semaine-là, on était partis à l'île Dorée, c'est ça, ramasser les pétoncles et les huîtres. Et à un moment, là, au moment de la grande marée, quoi. Et quand la grande marée, ça se retire à un endroit où on va à 10 kilomètres. On accède à des endroits où même les professionnels viennent parce que. euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. J'ai fait des photos des endroits, il y a une queue. Mais quand on y va, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, j'avais amené avec moi 2 bouteilles de vin blanc, 4 verres en plastique dur, un peu pour y casser, une bouteille de vin rété, et puis je me rappelle un gros plan. Le tire-bouchon, un peu de citron, et puis c'est une des meilleures huîtres que j'ai mangées au monde. Coupée comme ça, dans le roche, comme ça, directement dans. Vous ouvrez l'huître comme ça. Ah, donc, hop, percez un petit peu de citron là-dessus. Bon. Et puis après, bon, je sais bien, si vous n'aimez pas les huîtres, excusez-moi, j'ai pas envie de vous dégoûter, mais j'ai envie de donner le plaisir qu'on peut avoir après d'avoir goûté ces petits vins, justement, dont on se méfie pas, mais qui font l'affaire, qui ne coûtent pas très cher, qui sont très agréables et qui vont très bien, justement, avec ce type. Alors, ça sert aussi des bons souvenirs. Le vin, alors. Bien sûr que je suis allé en Bourgogne. Et évidemment, là, on rentre déjà dans les vins, dans les monocépages. Bon, beaucoup de pinot noir. Et effectivement, je me rappelle de la petite cave de Pommard, où j'avais atterri avec Jacques, là, à Bargoutet, justement. Mais les vins un peu complexes, hein, à moins d'accepter de tout de suite d'aller au top, et puis bon, le prix est inabordable. Ou autrement, on t'invite à démarrer gentiment, de construire le goût, tout en faisant vieillir une cave. Voilà, c'est un peu comme ça que les vins de Bourgogne. Alors, j'explique ça pourquoi, parce que lorsque j'ai commencé le vin, moi, le vin en France, ben, il y a beaucoup de gens qui plaçaient de l'argent là-dedans encore. Le rendement était à peu près, moi, quand j'ai commencé, 7% an. C'est-à-dire quelqu'un qui savait acheter le vin correctement, sans rentrer dans des subtilités extraordinaires. Les Allemands faisaient beaucoup ça, parce que, bon. Mais en France, régionalement en tout cas, les gens, ils venaient, ils investissaient dans du vin, voilà. Tu savais que si tu investissais, je sais pas moi, 10 000 francs dans ces vins-là, l'année suivante, là-dessus, tu avais gagné 7%. Calcul au bout de 10 ans. Et c'est ce qui se passait, donc, mais à un moment, après, le marché a été troublé tout d'un coup par l'ouverture au monde, et qui a fait que tout d'un coup, il y a toute une compétition nouvelle qui est arrivée, et tant mieux d'ailleurs. Moi, j'aime bien J'ai découvert tardivement, mais j'ai découvert les vins de Floride, les vins californiens, bien sûr, les vins d'Australie, d'Afrique du Sud, du Venezuela, euh, d'Italie, sans jamais vraiment avoir été séduits. Par contre, par les vins espagnols, oui, vraiment. Et puis, ils osent faire des vins à 16 degrés, quoi, hein, sans être des apéritifs, hein, restant dans la structure du vin, quoi. Et sur certains types de cuisine, franchement, c'est réussi, hein. Oui, j'aime bien tous les vins du monde, mais il me semble que, je crois que tous ceux qui aiment le vin, ils s'apercevront quand même que c'est avant tout une histoire, le vin. C'est ce qui te marque le plus. Moi, un de ceux qui m'a le plus marqué comme vin, c'est un Châteauneuf du Pape, hein, que j'avais bu avec mon frère. Je buvais pas toujours. Et puis mon beau-frère Patrick, on était trois donc à boire ça. Et puis la mère de mes enfants qui elle aussi. Et on a passé une journée à boire une bouteille, hein. Tellement c'était extraordinaire. C'était un grand Châteauneuf, je sais plus quelle année, de l'avant-guerre, hein. Oh boy, ouais, une vieille bouteille, hein. Avec la cire cachetée et clé à la main, avec les numéros, là. J'avais récupéré ça
dans les brocantes, là, ouais, mais on récupérait du vin, des trucs comme ça. Ouais. Et quand j'ai vu l'étiquette, bon, le prix, j'ai pas payé ça cher à l'époque, hein, bon, 5 ou 10 balles la bouteille. Il n'y en avait qu'une comme ça, puis il y avait d'autres vins, mais bon, les autres étaient un peu plus bidons. Et puis, bon, on préparait bien, mis à température. Je l'avais décanté. Ouais, ouais, je l'avais quand même décanté pour être sûr que voilà, je prenne bien. Et ça a été une journée qui nous a permis d'être heureux autour du vin. Je peux dire ça comme ça, quoi. Ah, et servi ça dans des immenses verres, des grands verres comme ça, en tulipe. Aujourd'hui, on sort sur des formes différentes, qui est pas plus belle d'ailleurs. Mais à l'époque, on avait encore la tradition du nez dans le verre, quoi. Hein, on portait, et puis on aimait bien que voilà, ça tournait, ça nous prenait bien les narines. Et j'aimais bien les grands verres. Bon, c'est vrai que j'étais assez fan. J'aimais bien pouvoir le porter en équilibre et puis le regarder dans la lumière, voir ses belles couleurs, la manière dont son gras se déplace, sa jambe. C'est ça le bonheur du vin. Et ça m'a généré une certaine intelligence, comme plein d'autres choses. Hein. Pas dans le fait de savoir comment on fait du vin, mais dans le fait d'apprendre à développer quelque chose de beau en soi. Dans le goût. Le goût, c'est une éducation. C'est comme tout. Hein. Si tu l'entretiens pas, et que tu bouffes dessus toute ta vie, hein, tu croiras à chaque fois que le goût est différent parce que le packaging est différent. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. Hein, le goût, ça demande un apprentissage, une curiosité déjà. Hein. Puis d'accepter de passer par les stades les plus difficiles du goût, hein, comme la mer par exemple. Hein. Hein, les goûts verts, les goûts tranchants. Hein, de manière à un moment arriver à avoir un goût équilibré qui nous convienne et qui nous permette après de. Eh ben voilà. Le vin, c'est ça. Le vin, c'est. Bon, dans les grands vins, on va dire, même si tu connais rien, tu vas être subjugué. Enfin, je veux dire, tu te dis, oh, ça c'est génial, dis donc, comme vin. Voilà, bon. Bah oui, parce que. Mais disons que si c'est le résultat de quelques années, l'espoir qu'un jour tu puisses boire un Romanée Conti, par exemple, une Romanée Conti, hein, pas si vieux que ça, mais on va dire d'entre-deux-guerres. J'en ai jamais vu. Hmm. J'ai failli craquer là-dessus, mais c'était trop cher. J'ai jamais osé mettre 15 000 dans une bouteille ou 20 000. J'ai mis beaucoup déjà, hein, mais pas autant. Voilà. Je crois que le plus que j'ai mis en restaurant, ça va être 4 000 dans une bouteille. Francs, hein, pas de dollars. Euh, c'est déjà pas mal. Mais il y avait le niveau dessus, et puis après, les raretés, ben bon, j'ai jamais fait. J'ai préféré, euh, comment je dirais, goûter des vins qui s'en approchent de très très près. Hein, il ne faut pas non plus. Les vins d'excellence, il y en a qui n'ont pas besoin, qui sont pas au rang des premiers et qui pourtant sont tout aussi merveilleux. Hein. Quand je retrouve les deux noms auxquels je voudrais vous parler, qui sont en Bordeaux, là, dans la région d'Entre-deux-Mers, il y en a deux, il y en a un, le prix de la bouteille c'est 10 et l'autre c'est 1. Et garanti que si aux yeux fermés, je vous le mets chacun dans un verre, si tu connais, il n'y a pas de problème, mais si tu connais pas, tu ne feras pas la différence. Non. Ah ouais, ouais, ouais. Puis tu mélanges, tu remets deux fois, trois fois, quel est le meilleur? Donc, c'est ça ce que je voulais raconter un petit peu, c'est quelques anecdotes autour du vin. Hein, je vois que la demi-heure avance quand même, bon, vas-y. Bah, j'en avais aussi sur le champagne, j'étais quand même un fan du champagne. Hein, je m'étais arrêté, moi, comme champagne courant, au Perrier-Jouet, avec les bouteilles peintes à la main. J'aimais bien le champagne, c'est pas hors de prix à l'époque. Et ça permettait, quand on faisait une soirée champagne, de pouvoir acheter 4 5 bouteilles. Et que voilà, parce qu'à l'époque, bref, on était généreux, quoi.
J'ai toujours eu le vin généreux. Hein, j'ai toujours trouvé, même si je pense qu'il y a des vins, il ne fallait pas en boire trop. Non pas parce que pour l'effet d'ébriété que ça pouvait produire, mais qu'à partir d'un moment, tu perdais un petit peu la qualité nécessaire à goûter avec pertinence ces vins-là. Donc, ça a picolé, quoi. C'est arrivé. Ouais, ouais. Tout à la fin, quand j'ai voulu à un moment liquider beaucoup de bouteilles, là, bon, non, tiens, t'en remets un peu, oh, c'était du blanc, mais remets par-dessus. Bon, du gros n'importe quoi. Bon, pas laisser quand même finir ça sur quoi je pourrais parler un petit peu comme bon vin, hein, comme une belle histoire de vin. Bah, j'en ai beaucoup aussi avec, à l'époque, initialement. Bah, je crois que j'ai quand même fait un petit peu le tour. Hein, si, bah, oui, tout de suite, il y a des. Comment ça s'appelle ça aussi, hein. C'est pas que j'en pense pas, je pense à pas mal de trucs, je ne me rappelle plus des noms. C'est pour ça que je me lance pas dessus. Hein. Ah, parce que si c'est pour vous dire, hein, une bouteille, hein, puis je ne dis rien. Ah, en tout cas, sachez que j'ai adoré l'histoire du vin. Même encore aujourd'hui, je veux dire, si vraiment un bon vin viendrait à se présenter à moi sous la forme d'un petit verre, ben, bien sûr, ça sera avec plaisir. Je bois pas. Mais ça, oui, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas boire? C'est un peu. Hein, ouais, 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 boire si on boit tous les jours, à tous les repas, mais là, ce serait vraiment. Ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, puisque je bois plus moi depuis le mois d'août. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a invité pour venir, hein, m'en douter, Michel a voulu que je vienne. Et là, sur la table, il y avait 3 fromages français, des vrais, hein, ici au Québec, et 2 bouteilles de vin idem. Alors, je ne me rappelle plus trop des vins, mais il aurait dû d'ailleurs, parce que c'était excellent. Avec le fromage, et puis un petit peu de vin, j'ai craqué. Oui, parce que quand même, c'est pas à croire que qui a fait le fromage si c'est le vin, ou qui a fait le vin si c'est le fromage. Oui, on peut mettre au boulanger aussi quand même. Oui, il y a sa place aussi, hein, bah, le vrai boulanger quoi. Mais l'histoire du vin et du fromage, quand même, c'est quand même très lié quoi. C'est des goûts qui fonctionnent bien ensemble. Hein, voilà. Grâce à tous ces petits vins, ou à ces grands vins, j'ai pu parcourir la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Italie, le Portugal, le nord de l'Espagne, enfin bref, une bonne partie de l'Europe, hein, avec l'espoir de pouvoir croiser de bonnes bouteilles et des gens qui savent les déguster et les apprécier. C'est ça un peu l'histoire du vin qui aujourd'hui m'a quitté, mais qui m'a occupé une bonne partie de ma vie et j'ai beaucoup aimé ces temps-là. Voilà. Sur ce, ben, si vous avez un petit coup à boire, ben, chin chin. À cette nouvelle année 2025, un petit coupe de champagne, un petit cristal Roderer par exemple. Oh bah non, oh, mais un Perrier joué, ça irait très bien. Voilà, ça serait très raisonnable. Ah, ouais, Veuve Clicquot, c'est pas mal en plus. Bref, à la vôtre. Merveilleuse année à tous. Et merci d'avoir l'amabilité de m'écouter pendant ces 34 minutes. Bye bye.